Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle pour un récit inouï, l'entrée de La Rochelle dans le XXe siècle. Le fer, le charbon, l'acier, c'est ici au sud de La Rochelle. Regardez, un tramway fait son apparition, il accompagnait les villes qui se structuraient pour le XXe siècle. C'est un tramway que les Rochelais avaient attendu, qui a sévi ici une trentaine d'années. Récit de ce tramway qui est devenu dans cette ville avec le temps, il a bien sûr disparu maintenant, mais aussi célèbre que les deux tours. Je suis en compagnie de Jean-Louis Mahé, notre ami historien qui connaît sur le bout des doigts, j'allais dire l'histoire, toutes les histoires, et en particulier celle-ci. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Denis. Un tramway à La Rochelle. La Rochelle est connue dans le monde entier aujourd'hui pour ses élucubrations, entre guillemets, en matière de mobilité urbaine, électrique, les vélos, etc. Mais ça commençait très moderne avec un tramway. À quel moment il arrive pour desservir quel type de quartier? Est-ce qu'on est les premiers en France à déployer ce tramway? Alors on n'est pas les premiers en France bien sûr, mais cette idée naît en fait avec la création du port de la Palisse et son inauguration en 1890. La municipalité à cette époque-là réfléchit pour joindre la vieille ville, le poumon économique, vers ce nouveau poumon économique situé quand même à 5 km de la vieille ville. Et donc relier tout cet ensemble par un réseau plus moderne et plus régulier aussi. Donc une grande transversale, service public, transport public, du sud au départ de Tadon ou l'ancienne gare Saint-Jean, d'Orléans dont on va parler, à la Palisse, au port de la Palisse, aux ouvriers qu'il faut acheminer là-bas et peut-être un jour aux voyageurs. Oui, voilà, c'est pour relier tous ces points stratégiques un petit peu qu'on va faire aujourd'hui, qui permettra depuis la gare jusqu'à l'extrémité en traversant toute la ville finalement. Alors une fois que la décision est prise, c'est pas le tout, faut en trouver un. Alors on en trouve un du côté de Nantes, Nantes qui avait quand même 20 ans d'avance sur nous pour le tramway. Nous, on l'inaugure en 1901, Nantes l'avait inauguré en 1890 par là. On choisit un tramway à air comprimé, on aurait pu en prendre un à vapeur ou électrique. Oui, tout à fait. Alors les élus ont choisi, il y avait électrique et à vapeur, mais les élus rochelais ont choisi l'air comprimé pour une simple raison, c'est pour pas avoir à défigurer la ville qui avait pour maintenir ce cachet architectural. Avec les caténaires, les fils électriques partout. Soit les caténaires pour les fils électriques, soit la vapeur, donc avec les fumées qui auraient pu enlaidir la ville. Donc on pourrait croire que l'air comprimé, c'est perpétuel, ça coûte pas cher, on tire pas dans le sol du pétrole, et puis pendant que ça avance, ça regonfle les pompes, etc. Mais il n'y a pas de mouvement perpétuel, ça s'épuise à un moment. Puis on a des côtes, les côtes c'est rude, il faut redonner quand il y a du coup de mou. Oui, alors le principal inconvénient de ce mode de propulsion, c'est l'autonomie, en effet. Donc il a fallu gérer, et ça a toujours été quand même un handicap, je dirais, parce que ça marchait pas toujours aussi bien que le préconisait Louis Mekarski, donc qui était le promoteur de ce système. Cadence, fréquence, heure de pointe, quand c'était pas assez un wagon, on en rajoutait un deuxième, un troisième au gré de la pointe. Oui, mais c'était effectivement très moderne pour l'époque et aussi très rapide. Parce que le réseau faisait à peu près 9 km et il parcourait en 3 quarts d'heure. Donc une vitesse moyenne de 12 km/h. Ceci dit, entre la gare et la place de Verdun, place d'Armes à l'époque, il tournait à 10 km/h et après, jusqu'à la Palisse, c'était 20 km/h, qui était une vitesse quand même assez inhabituelle à l'époque. À quoi ça ressemblait le point de départ? On part de Tadon, on part de la gare d'Orléans, et où était-elle? Et on va se retourner parce qu'on va suivre ça, les amis, en images, tout se passe ici. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce tramway et effectivement, les lieux ont vraiment beaucoup changé puisque la gare en 1901, c'est pas la gare que l'on connaît. Oui. C'était la gare qui a l'emplacement, la gare du Paris-Orléans, ouais. le PO, comme on disait. À la place de l'hôtel Mercure. À la place de l'hôtel Mercure. Droit devant dans la caméra d'Antoine. Bâtiments qui ont été détruits, enfin qui n'ont plus servi à partir du moment où on a inauguré la nouvelle gare, celle que nous connaissons en 1922, et qui ont après servi de gare de marchandises et dont les derniers bâtiments ont été détruits en 1980, quelque chose comme ça. La route de Tadon, c'est tout de suite à droite, à gauche du Mercure. Vous voyez, on voit là-bas l'élan, et ça c'est le pont de Tadon, mais qui n'existait pas à l'époque. Il y avait un passage à niveau.
Voilà, le pont de Tadon a été construit en 1912, donc les rampes ont été aménagées à cette époque-là, mais sinon c'était tout droit et il y avait un passage à niveau pour accéder au quartier de Tadon. Il n'est allé au bout de Tadon à l'octroi au numéro 100 de la rue Normandin que beaucoup plus tard. Oui, au début, le tramway s'arrêtait au passage à niveau. Hein, alors, après, il a été prolongé plusieurs fois. Une première fois quand il y a eu le pont de Tadon et après un peu plus loin, donc jusqu'à l'octroi de Tadon. On avait une vue de Tadon tout à l'heure, là, dans ce qu'était la rue de Faubourg. C'était vraiment une belle ambiance Faubourg. Alors, ici, par contre, quand je disais révolution de l'acier, de la vapeur, du charbon, etc., il y a la gare qui ramène des voyageurs, qui ramène des marchandises. Et puis, il y avait déjà le début de la pêche. Il y a l'Encan ici. Ça grouillait, ça ressemblait à quoi? On voit qu'il y a des faisceaux de voix partout. Alors, effectivement, 1901, c'est aussi le début de la pêche industrielle. Donc, ce n'est pas encore vraiment l'Encan que l'on a connu. Il y a quelques pêcheries qui ont été construites après 1901, des pêcheries sur lesquelles, à partir desquelles on a construit l'Encan, mais beaucoup plus tard, après la Première Guerre mondiale, le premier Encan. Et sinon, le bassin c'était un bassin de commerce, donc il y avait aussi beaucoup de cargos, importation de charbon et principalement de bois. De bois qui venait de Scandinavie principalement. Alors, le tramway part de là, il passe par la place de la Motte Rouge, il y a une porte, et puis il y a surtout tout un bastion que l'histoire va démolir, et concomitamment, il y a le bastion, il y a ce tramway, et puis il y a cette porte Saint-Nicolas. Oui, alors tout cet endroit ici, toute la topographie a beaucoup changé parce qu'il y avait une très grosse fortification très compliquée avec plusieurs ponts entourés de fossés dont les derniers ont été comblés seulement dans les années 1950. Et donc le tramway longeait ce bastion Saint-Nicolas et ensuite passait sur un pont parce qu'il y avait une écluse juste à côté du bassin. Et ensuite, il arrivait à cette porte Saint-Nicolas, qu'on appelait la porte Napoléon, puisqu'elle avait été construite en 1857 et détruite en 1921. Elle était, Jean-Louis, ici. Antoine se retourne, regardez, il y a une balise jaune et noire, et c'est là qu'elle était à peu près, cette porte. On la voit d'ailleurs avec le tramway qui passe dessous, 2 voies. Voilà, oui, c'était une porte qui était pas tout à fait dans l'axe du quai Valin aujourd'hui. Donc, comme on voit sur cette carte postale, il y avait 2 arches. Et donc, il y avait un moment, il y avait un dédoublement des voies pour éviter qu'il y ait un tamponnement. Et aussi parce que les arches étaient assez étroites et pour que donc dans un sens et dans l'autre, le tramway pouvait passer. Alors on voit l'arrêt du bus là aujourd'hui parce que c'est resté une voie majeure. Hein. Ce tramway il est quasiment calqué aujourd'hui sur la ligne numéro 1 du service Yellow. Et là on est à la porte Saint-Nicolas, elle est figurée là. Et puis il y avait cette église Saint-Nicolas qui bien sûr existait déjà. Oui, oui, alors c'est la ligne historique en fait qui est aujourd'hui la ligne numéro 1 de la RTCR, effectivement. Et puis alors donc, si cette porte franchie, le tramway s'embarquait sur le quai Valin. Alors le quai Valin, excusez-moi du peu, mais c'était une zone très active. Il y avait de l'activité liée au bassin, il y avait de l'activité de terrasse, il fallait se partager comme aujourd'hui, ma foi, avec les vélos, etc. La chaussée avec les chevaux, avec les charrettes. Alors oui, c'était le bassin à flot intérieur, donc longé par le quai Valin, était vraiment dédié au monde maritime, comme le quartier Saint-Nicolas d'ailleurs. Il y avait, le bassin accueillait très fréquemment les morutiers qui venaient débarquer les morues sur le quai Valin. Et il y avait aussi, bien sûr, alors avec les marins, il y avait des bars, bien entendu, mais il y avait aussi des avitailleurs, comme dans le quartier, comme dans la rue Saint-Nicolas aussi. Hein. Tout ce quartier-là était dédié vraiment au monde maritime. Ouais. Il était moqué à un moment. C'est comme toujours quand c'est neuf, tout va bien. Et puis quand ça prend un peu d'âge, on trouve à redire. Ça s'appelait le TLR, tous les records. Et alors des gens déclinaient. Alors au début, on disait vitesse, ponctualité, superbe, bon marché, confortable. Et alors après, oh là là, télescopage, lâchage, retard, roulis. Oui, parce que effectivement, l'inconvénient de ce procédé, c'est qu'il nécessite un gros entretien et après la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a marqué vraiment un coup d'arrêt parce que le réseau était vieillissant, manquait d'entretien et surtout était concurrencé par la montée en
puissance, si on peut dire, des automobiles et en particulier des autobus. Les bus et cars. Voilà, donc des moyens de transport plus souples, plus légers, moins coûteux et donc les gens boudaient un petit peu ce tramway. Il y avait beaucoup d'accidents aussi, des retards, des problèmes techniques. Il déraillait, que les gens descendaient, bouffaient. Les pannes, ils déraillaient. Puis il y avait aussi beaucoup d'accidents, des tamponnements, des gens qui se prenaient les pieds dans les rails. Enfin, beaucoup d'inconvénients, ce qui fait que après la guerre, le système était à bout de souffle. Pour de l'air comprimé, c'est tout à fait évocateur. Et du coup, ça a périclité et le réseau a fermé par tronçon d'abord. Ça a été repris par la ville sur le trajet Place d'Armes jusqu'au port de la Palisse et après c'était fermé. Je vous demande, Jean-Louis, quand on traverse le bassin, on se retrouve du côté de la Grosse Horloge. Autre point névralgique, c'est à partir de là que le tramway entrait dans la vieille ville la plus resserrée. On y va. Et voilà les amis, un petit saut de puce, nous voilà télétransportés au pied de la Grosse Horloge sur le quai du Perret. Deuxième point névralgique du circuit de ce tramway de La Rochelle, je le rappelle, qui arrive en 1901 et qui a cessé ses activités en 1929. Deuxième point névralgique parce que il faut à la fois concilier le mouvement de l'agitation, de l'animation professionnelle, etc. sur le port, avec celui de la vieille ville derrière, où là, toutes les rues sont les unes sur les autres. Y a-t-il de la place pour un tramway? Jean-Louis, à quoi ressemblait ce quai jadis, là, au moment du tramway? Pléthore d'activités, j'imagine? Oui, il y a un peu de tout. Contrairement au quai Valin, comme on disait, qui est consacré beaucoup au monde maritime, à la pêche, ici un petit peu, mais aussi on trouve des grands magasins comme les 100 000 Paletots, par exemple, mais aussi pas mal de cafés, et le café français, le café moderne, qui sont ici des lieux vraiment de réjouissance et de festivité. On a quelques photos où on voit garer des calèches comme les taxis qui attendent leurs clients. Oui, parce qu'il n'y a pas que le tramway. Et, les gens sont habitués d'ailleurs à un service d'omnibus hippomobile, genre de diligence si on veut, qui transporte les personnes, et puis il y a plein de transporteurs aussi hippomobiles, des charrettes, des carrioles, toutes sortes de transports, mais toujours avec un cheval. Le tramway est une animation supplémentaire parce qu'il est bardé de publicité. Alors au début, quand même, 1901, c'est rigolo de voir de la pub, de la réclame comme ça un peu partout. Aujourd'hui, on a de la nostalgie pour ces choses-là, même si aujourd'hui, ça nous agace quand c'est trop de lumière. Oui, parce que le concessionnaire, parce que c'est une concession qui doit rentabiliser son affaire, donc c'est Louis Mekarski qui a créé ça, et avec la compagnie des tramways de Nantes, qui est concessionnaire du tramway de La Rochelle aussi, pour rentabiliser son affaire, mettre de la publicité, procédé quand même relativement moderne à l'époque, et donc on voit sur ces cartes postales anciennes la photo pour le chocolat Louis par exemple, ou des choses comme ça, des marques de l'époque bien sûr. Jean-Louis, est-ce qu'il est cher ce tramway? En général, c'est extrêmement bon marché, et plus ça vieillissait, et moins c'était cher à l'époque. Est-ce qu'il était cher, lui? Alors, pour les usagers, en fait, c'était un moyen de transport très populaire et très bon marché. Il y avait tout un système aussi d'abonnement. Il y avait un système, c'était 10 centimes par section. Il y avait 4 sections si on faisait l'ensemble du trajet, avec un tarif plus avantageux si on faisait l'ensemble du trajet. L'ensemble du trajet coûtait 30 centimes. Donc c'était quand même une somme très modeste. Et il y avait un système d'abonnement pour les ouvriers. Alors, à partir d'ici, les amis, on est dans le confort du Vieux-Port, si j'ose dire, et ça va être moins confortable, parce que cette grosse horloge devant laquelle nous sommes, il va passer dessous et desservir jusqu'à la cathédrale l'hypercentre-ville. Oui, alors avant d'arriver, il faisait le tour. Ah ben oui! Il tournait la statue de Duperré, parce qu'évidemment... Il peut pas, angle droit. Voilà, il est obligé de faire un angle, et après il passait donc sous la grosse horloge, et remontait toute la rue du Palais. Alors la rue du Palais, c'est une rue quand même particulièrement importante, c'est un axe très important à La Rochelle, l'axe nord-sud, enfin sud-nord plus exactement, où se trouvent quand même tous les lieux de décision et de pouvoir. Il y a la chambre de commerce, il y a le tribunal, il y a la cathédrale après, et donc il fallait faire honneur à tout ça. Et il y a le premier grand magasin qui est Monoprix aujourd'hui, qui était les nouvelles galeries du Petit Saint-Thomas, qui sont inaugurées aussi en 1901, la même année que
que le tramway. Alors, on disait c'est un axe nord-sud dans les deux sens. Quand le tramway arrive ici, comme nous, on va passer, on monte. Mais est-ce qu'il peut y avoir des tramways descendants? On se retrouve face à face. Comment c'est géré ça? Ah non, alors il y a tout un système de voies d'évitement qui permet justement le croisement. Il y a une seule voie dans sous la grosse horloge, et toute la rue du Palais, c'est une seule voie. Donc il y a un système pour éviter qu'ils se croisent. C'est comme dans les problèmes, les trains ne se croisent pas. Les amis, voilà, on entre dans la vieille ville, on suit ce tramway et on se retrouve au dernier point névralgique qui est en fait le PC des opérations pour le transport public d'alors, pour le tramway, c'est la place d'Armes, non pas la place de Verdun, et c'est devant la cathédrale, là où sont tous les quais et où stationne durablement ce tramway. On se téléporte? Ah, encore une fois. Allez, encore une fois, vive le voyage, ça forme la jeunesse. Hop, voilà, ça y est, vous l'avez compris, nous voilà dans un espace majeur, c'est le point central, non seulement de la ville intérieure, mais en tout cas du système de transport. Le tramway, c'était ici son cœur d'activité, et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est l'activité Yellow, les bus, les taxis, les vélos, qui a élu domicile en ce point. On vient de remonter la rue du Palais, juste, je trouvais le tram, là où vous me disiez qu'il pesait, très serré le long des arcades, comme s'il fallait partager la chaussée. Exactement, puisque effectivement, comme on le disait, il y avait aussi des voitures hippomobiles, donc pour pas que les roues de ces voitures-là se prennent dans les rails qui étaient intégrés dans la chaussée, il fallait séparer la voie pour ces différents véhicules. Jean-Louis, heure de pointe ici, grosse agitation toujours. Est-ce qu'à l'époque du tramway, c'était la même agitation ici? C'était un lieu très animé, semble-t-il, cette place d'Armes, puisque la guerre n'a pas eu lieu, Verdun n'a pas encore connu sa bataille. Voilà, c'est en 1919 qu'elle s'appelle Place de Verdun. C'était le lieu de rassemblement, rassemblement militaire, mais aussi festif. Il y avait un kiosque à musique, donc on donnait la musique. C'était un lieu de promenade où les gens se retrouvaient le dimanche. On a vu des montgolfières s'envoler. Il y a eu des montgolfières, il y a eu plein les grands spectacles, c'était sur la place d'Armes. Et donc le tramway arrivait par la rue du Palais, rue Chaudrier. Il y avait une voie d'évitement pour que les voitures puissent se croiser, qui allait presque jusqu'à la rue Gargoulot. Et après, le tramway longeait la cathédrale. Il y avait un point d'arrêt, donc un point central, et après partait directement sur l'avenue, ce qui s'appelait l'avenue Carnot, jusqu'à la Palisse. Alors, le chemin jusqu'à la Palisse, il est ponctué de belles étapes. Il y a d'abord, quand on traverse les parcs, un très bel octroi qui était là. Puis soudain, ça monte, c'est la côte. Ah, pour ceux qui veulent aller au casino au Mail, il y avait une bifurcation, il y avait une ligne qui allait au casino. Et pour ceux qui voulaient continuer à aller à la Palisse, alors là, la côte était telle qu'il fallait pomper en cours de route, et on va voir l'arrivée à la Palisse après. Oui, alors voilà, ce parcours est un petit peu long, et là, c'est là où il prend sa vitesse maximale quand les conditions le permettaient. Parce qu'effectivement, la côte, parfois, il avait du mal à arriver jusqu'en haut, parce qu'il pouvait avoir donc une automotrice, et s'il y avait du monde, il pouvait y avoir une remorque. Donc quand il était à pleine charge, il arrivait vraiment à bout de souffle en haut de l'avenue Edmond Grasset aujourd'hui, à la place Fromentin. Et là, il y avait l'usine, effectivement, l'usine qui était le dépôt des tramways. Alors quand on dit qu'il était à air comprimé, c'est des bouteilles qu'on recharge et qui gonflées sous la pression, piouf, envoient de l'énergie dans les pistons et puis font tourner les roues. Mais comme les roues tournent, elles renvoient de l'air qui se recomprime à l'intérieur des bouteilles jusqu'au moment où il faut quand même en remettre parce qu'il y a eu de la déperdition. C'était ça, cette usine de repompage. Et expliquez-nous un peu le processus. Oui, alors cette usine, en fait, c'était le dépôt où il y avait tout le matériel de stocker, mais il y avait aussi, on fabriquait cet air comprimé que l'on mettait ensuite dans des bonbonnes qui servaient donc quand elle arrivait. Sous les jupes, je crois. Là, on mettait à l'avant, il y avait une grosse bonbonne qui était mise sous le tramway, sous des jupes du tramway à l'avant, et qui permettait donc cette traction. Et donc c'était un arrêt obligatoire, évidemment, pour changer cette bonbonne d'air comprimé à cette usine. Sur cette ligne direction la Palisse, on pouvait faire deux bifurcations. Soit l'une vers Coligny, qu'est-ce qu'on allait faire au Mail, etc. Ne me dites pas que c'était pour aller se baigner. Et un petit peu plus haut, un petit crochet pour aller à l'Alleu. Alors il y avait une ligne qui partait donc de la gare vers le Mail, qui était surtout fréquentée l'été, évidemment, pour les premiers touristes, si on peut dire.
parce que principalement la ligne faisait de Tadon jusqu'à la Palisse directement. Il y avait aussi un petit embranchement qui permettait d'aller au village de Lalleux à l'époque, mais qui était un genre de cul-de-sac. Et après, sinon, la ligne allait jusqu'au bout du port de la Palisse par l'avenue Émile Delmas. Alors, jusqu'au bout à la Palisse, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup les ouvriers, parce que le quartier était en train de se faire, les bassins finissaient d'être creusés, l'activité commençait à naître. Oui, alors c'était surtout les paquebots, puisque l'arrivée pouvait desservir, ramener en ville les gens qui arrivaient en paquebot ou les gens qui prenaient ces paquebots. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles il allait jusqu'à la Palisse, pas seulement pour les ouvriers. Alors après, le train, même au départ de Paris, pouvait faire Paris-La Palisse directement, et c'était le train qui déposait les gens au pied des beaux bateaux, direction Valparaiso. Oui, il y a eu ça aussi, comme autre de moyens alternatifs de transport, c'est-à-dire par la gare, une ligne de voyageurs qui allait l'actuel qui va jusqu'à la Porte Dauphine, mais qui allait jusqu'à la Palisse aussi à l'époque, oui. Alors, ça tient 28 ans, tout ça, 1901, 1929. Est-ce que la crise de 29 a à voir avec, à un moment, la cessation des activités? Ou est-ce qu'à un moment, le fait qu'on moquait, qu'il y ait eu des pannes, c'était le début de quelque chose, a pas dissuadé les gens de prendre, puis envie d'en rigoler plus qu'autre chose? Faillite? Non, c'est avant la crise de 29, puisqu'en 29, c'est l'arrêt définitif. Non, les pannes successives fait que les sections sont moins rentables, donc elles sont fermées les unes après les autres. Et en 1927, la ville reprend la gestion du tramway en main propre, en régie directement, mais seulement de la place d'Armes jusqu'à la Palisse, principalement pour les ouvriers. Mais ça tient 2 ans et après le réseau est arrêté parce qu'il y a les autobus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui arrivent. Donc un moyen de transport plus économique, plus souple aussi. Et donc, finalement, les rails sont vendus à un ferrailleur et démontés. Il en restait encore quelques-uns il n'y a pas si longtemps par endroit aussi. Après la mobilité hippomobile, donc vous le disiez, arrivent les cars, mais c'était pas fini, plus individuel, plus souple encore, arrive la voiture individuelle qui bouleverse cela à ce moment-là, le rapport qu'on a à sa ville. La voiture n'est pas encore là, on la voit pas beaucoup sur les photos de 1900, mais elle est pas loin derrière. Oui, c'est après la Première Guerre mondiale, surtout par le transport par camion, et puis évidemment ces fameux autobus et cars, parce que c'est pas seulement à La Rochelle, hein, le développement de la circulation automobile. Alors les automobiles, comme vous le disiez, il y en a pas beaucoup, mais ça commence. Et donc voilà, le tramway n'est plus rentable et n'est plus à la mode, trop lourd, trop difficile à gérer. Voilà les amis, c'est la belle histoire du tramway de La Rochelle. Reprenez ce reportage, digérez-le, allez vous promener dans la ville, refaites le parcours, vous allez voir, on apprend 1001 choses. À bientôt les amis sur DLR, et merci Jean-Louis, notre historien de renom. On ne s'ennuie jamais avec ce garçon, il y a toujours à regarder en l'air. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Oui, mais surveiller les lampadaires, c'est pas parce qu'on y est non plus. Hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt les amis.